Salut, je m'appelle Tommy et bienvenue sur Blogcast, le podcast par le média d'escalade innovant Blogcorp. Dans ce format, nous allons à la rencontre de différents acteurs du monde de la grimpe, athlètes, ouvreurs, entraîneurs, photographes ou encore entrepreneurs. Pour ce troisième épisode, nous retrouverons l'ancienne grimpeuse de haut niveau et désormais ouvreuse, Maëlys Rapart. Elle découvre l'escalade à l'âge de 11 ans à Angers et en 2015, elle participe à sa première saison internationale jeune en difficulté. En 2016, elle se rend championnat du monde de bloc à Paris-Bercy et continue son parcours de grimpeuse de haut niveau jusqu'en 2019 avec plusieurs beaux résultats, dont le titre de vice-championne du monde universitaire de difficulté en 2018 et une médaille en championnat de France de difficulté également. Aujourd'hui, à 26 ans, elle est ouvreuse à plein temps pour Arcos et ouvre aussi beaucoup pour des compétitions nationales et internationales. Dans cet entretien, on revient sur son parcours depuis sa découverte de l'ouverture avec Jackie Godoff, en passant par sa formation chez Arcos, jusqu'à sa première ouverture en Coupe du Monde de bloc à HOG en 2023. L'épisode est disponible sur Spotify si vous voulez l'écouter dans les transports et sur YouTube. Et je vous souhaite à toutes et à tous une bonne écoute. Salut Maëlys. Salut Tommy. Du coup, première question basique, comment as-tu découvert ce monde de l'ouverture ? Alors j'ai découvert l'ouverture finalement avant la formation, c'était je pense la première fois à Karma avec Jackie. Il avait dû me faire ouvrir un bloc peut-être un peu par hasard et c'est lui qui m'a en fait finalement motivé en premier là-dedans. Non, il avait été hyper bienveillant, hyper motivant et c'est lui qui m'avait donné envie, je pense, de me lancer là-dedans. Donc j'ai vite passé l'ouvreur national avec lui et en parallèle donc j'ai commencé cette formation à Arcos de 6 mois. Dans le dernier épisode avec Pierre Broyet, il disait qu'il avait découvert l'ouverture sur des ponts avec des potes. Toi, tu as commencé grâce à la formation Arcos. Comment ça s'est passé ? Alors, on était un groupe de 8, je crois, et on a donc eu 6 mois avec en moyenne 3 jours par semaine, avec 2 formateurs, Florian Escoffier et Thibaut Lescourt, donc qui sont un peu les ouvreurs référents d'Arcos et les plus anciens, donc maintenant qui s'occupent des formations. Et c'était pas un contenu très, il y avait pas tant de contenu théorique, peut-être moins que ce que j'imaginais. Donc en fait, c'était globalement que de l'ouverture en fait pendant 6 mois, mais c'est ce qu'il faut en même temps. Et avec des exos un peu à thème, des trucs un peu différents suivant les journées, mais voilà, globalement on ouvrait à 8 pendant 6 mois, 3 fois par semaine, quoi. Et avec des retours, on faisait des retours à la fin de la journée, on calait beaucoup les blocs, on ouvrait en fait très peu de blocs, mais on les calait beaucoup pour, je pense, un peu développer ce truc-là du calage qui est finalement le plus compliqué peut-être à gérer, d'être efficace dans le calage, de trouver les bonnes façons de caler un bloc, et voilà. Donc c'est vrai qu'on a beaucoup calé de blocs en fait, des heures et des heures de calage, et voilà. Ok. Et pour continuer sur Arcos, ce groupe de salles est réputé pour avoir des secteurs très visuels. Pour toi, quel est l'équilibre à avoir entre la gestuelle des différents blocs et la beauté d'un secteur ? Oui, c'est vrai qu'Arcos, c'était peut-être les premiers à faire réellement attention à ça, enfin en tout cas de ce que je me souvienne. Mais maintenant, c'est quelque chose d'assez commun de faire attention au visuel, je pense, dans les salles et dans les secteurs. Je pense notamment à Climbing District où je pense que ils font quand même attention à ça. Vertical Art aussi, peut-être un peu moins, mais je pense aussi. Et d'autres salles qui sont pas forcément des chaînes, je pense qu'il y a des ouvreurs pour qui c'est important. Pour moi, c'est quand même une notion qui est importante et je pense que t'es vraiment fier de ta journée de travail quand t'as réussi à faire les deux, à faire un secteur qui est clean, qui donne envie, qui est équilibré et que dans tous tes blocs t'as une idée cool, t'as de la gestuelle, etc. Donc je pense que c'est à ce moment, c'est quand je fais des journées comme ça où je suis vraiment contente de mon travail. Après, si je dois choisir entre les deux, je pense que je choisirais quand même la gestuelle, mais je pense que je suis incapable de laisser complètement de côté le visuel en mode j'ouvre un bloc et celui d'après je regarde même pas ce que j'ai fait avant et j'ouvre un autre bloc. Enfin non, je pense que je suis pas capable de faire ça, donc je pense que toujours dans mes secteurs il y a un minimum de recherche ou d'équilibre, même si parfois c'est pas ouf, il y aura toujours un petit peu, je pense. C'est clair. Et du coup, c'est quoi les différences selon toi entre l'ouverture en salle et l'ouverture en compétition ? C'est vrai qu'ouvrir en compétition et en commercial, donc c'est vraiment 2 approches complètement différentes. Et finalement, le commercial, on a en fait bien plus de contraintes. On
On a la contrainte déjà du matos. On n'a pas toujours autant de prises de volume qu'on peut retrouver en compétition. On a la contrainte de l'espace. Les secteurs, finalement, ils sont assez petits. Il faut réussir à rentrer tes 6 blocs et t'es obligé, en fait, d'en mettre certains en avant et d'autres un peu en retrait, pour que ton secteur, il soit lisible, que les blocs se gênent pas, et aussi pour permettre justement à certains blocs d'être mis en valeur, quoi. Donc, faut réussir toujours à trouver un peu un équilibre. Et alors qu'en compétition, c'est plutôt l'inverse. Faut réussir avec autant d'espace de mettre un bloc qui a de l'ampleur et pas autant d'espace. Là, je parle plus par exemple sur une finale où tu as un grand fronton et que tu dois mettre que 4 blocs de finale, faut que tes blocs ils aient vraiment de l'ampleur. Mais c'est vrai que parfois on doit faire aussi avec des contraintes d'espace, par exemple pour les qualifs. Mais en tout cas, la dynamique elle est quand même un peu différente en compète et plutôt faut réussir à prendre cet espace et pour un seul bloc et le mettre vraiment tout seul en valeur. Ok. Et est-ce que ouvrir en compétition du coup te permet de progresser en ouverture commerciale et inversement? Oui, je pense que les deux m'apportent beaucoup. C'est vrai qu'ouvrir en commercial, déjà, ça me permet d'ouvrir régulièrement. C'est vrai qu'en compétition, il y a beaucoup d'ouvreurs finalement qui ouvrent qu'en compétition et je pense que tu peux perdre un peu des automatismes et parfois avoir du mal à te remettre dedans pour être efficace pour poser ta trame et aussi dans le calage pour avoir les bons réflexes et tout. Donc d'ouvrir en commercial toutes les semaines, en fait, ça me permet quand même d'être efficace, je pense. Et de pouvoir ouvrir vite s'il y a besoin, pouvoir caler vite s'il y a besoin, et d'avoir les bons réflexes, et aussi d'avoir beaucoup de contraintes que j'ai pas en compétition. Donc finalement, la petite contrainte qu'on va mettre sur une compétition, typiquement sur des qualifs où 2 blocs sont un peu proches et il peut y avoir une chute à droite ou à gauche, en fait ça c'est des contraintes, ça va être rien par rapport à ce qu'on peut retrouver en salle où tu dois faire attention à tous les gabarits, à la sécurité, faut pas que ça passe par en haut du bloc, faut pas pouvoir retomber sur une prise. Enfin, il y a beaucoup de trucs qui sont bien plus contraignants, je pense, en ouverture commerciale. Et oui, du coup, beaucoup les gabarits, typiquement en salle, on ouvre pour la fille de 1m60 et le gars de 1m90 et en compétition, l'échelle des gabarits, elle est bien plus réduite, donc c'est pour ça aussi c'est plus facile. Et à l'inverse, d'ouvrir en compétition, ça me permet d'avoir des idées de blocs plus conceptuelles, d'échanger avec d'autres ouvreurs et du coup je pense d'élargir un peu mon répertoire gestuel en ouverture, mes idées. Ça apporte de la fraîcheur dans mon travail et je pense que c'est chouette. Et aussi, ça me maintient c'est pas d'ouvrir en compète qui me maintient en forme, mais en tout cas, d'avoir cet objectif d'ouvrir en compète, ça m'oblige à rester en forme et donc pour le commercial, ça fait que c'est rarement un problème mon niveau quoi. Globalement, il suffit pour ouvrir en commercial. Donc voilà. Comme tu viens de le dire, en salle il faut ouvrir pour la fille d'1m60 et le gars d'1m85. Comment tu fais pour qu'un bloc convienne aux deux tout en gardant le même niveau de difficulté? Eh bien, ça c'est assez complexe et je pense qu'on n'y arrive jamais vraiment parce que c'est impossible. C'est impossible que ce soit exactement la même difficulté pour tous les gabarits. Donc ça, je pense que c'est quelque chose qu'il faut accepter. Après, notre rôle, c'est quand même que ce soit le plus juste possible et du coup de tendre au maximum vers cette équité. Et dans le commercial, en tout cas, si on peut pas le faire parfois sur un bloc, faut faire attention au moins à ce que dans toute la salle, il y ait des blocs qui soient peut-être avantageux pour les grands, mais du coup qu'il y en ait certains qui soient mieux pour les petits et la majorité qui soit pour tous les gabarits. Mais c'est sûr que c'est pas possible de rendre un mouvement vraiment de la même intensité, je pense, pour les petits et les grands. Après, l'avantage qu'on a, c'est que moi, j'ouvre souvent avec des gars de taille normale et parfois aussi Manu qui est du coup pour le coup très grand. Donc quand on ouvre ensemble, on peut quand même trouver des bons compromis parce qu'on se connaît hyper bien, il connaît très bien là où je suis forte et là où je vais être moins forte. Donc c'est vrai que typiquement dans un bloc physique de niveau rouge, si je le fais pas, que j'ai galère à atteindre les prises, c'est qu'il y a un problème. Mais voilà, si c'est dans du violet, ce sera peut-être moins problématique. Si c'est dans du noir, ça peut l'être quand même un petit peu. Enfin, en fait, on dose
aussi par rapport au niveau du bloc, quoi. C'est vrai que on sait que dans le violet il y a quand même très peu de filles et encore plus de ma taille, voire pas. Donc on se pose quand même on fait moins attention à ça. Mais c'est vrai que jusqu'à rouge noir, on essaye que moi je puisse faire tous les moves et que le gars qui est avec moi chante pas les blocs et se mette pas non plus dans des positions trop inconfortables de boîte et tout, quoi. Donc voilà. Donc ça c'est possible parce qu'on a des physiques variés et des styles des styles différents. Et ce serait plus compliqué si on devait ouvrir tout seul, ça c'est sûr. T'es ouvreuse en compétition et comme on le disait, ouvreuse à Arcos. Comment tu fais pour gérer les deux, aussi bien physiquement que temporellement? Alors en fait, avec Arcos, j'ai un contrat de 135 jours par an, ouais, c'est ça. Donc ça fait une moyenne de 3 jours par semaine, un petit peu moins. Donc voilà, mes semaines classiques, c'est de faire 3 jours d'ouverture à Arcos. Et cette année, avec toutes les compètes que j'ai fait, en fait, j'ai dû poser des vacances et un peu de congés sans solde aussi. Donc c'est vrai que c'était pas évident parce qu'en fait, j'ai pas eu du coup de vraies vacances pour moi. Et là, je me sens un peu fatiguée. Ouais, pour être honnête, je sens que j'aurais besoin de 3 semaines de vacances, ça me ferait du bien. Donc, c'était pas évident à gérer quand même. Il y a vraiment eu 2-3 fois dans l'année, je pense, où j'ai eu un peu peur de vraiment faire trop et de me faire un peu déborder, quoi. Psychologiquement aussi, enfin, j'étais jamais chez moi, je bougeais beaucoup. Dès que je rentrais, je devais retravailler à Arcos et du coup, il y avait un côté un peu déprime aussi parce que j'avais vécu des trucs assez stimulants. Et là, de me retrouver un peu dans la routine d'Arcos, parfois c'était aussi dur, mais surtout parce que j'avais pas eu le temps de me poser en fait. Et ouais, donc il y a eu quand même des moments un peu durs cette année à cause de ça. Mais je vais diminuer un peu mon contrat l'année prochaine avec Arcos pour avoir plus de temps justement pour me reposer entre les compètes et tout. Et ça me laisserait le temps de m'entraîner pour pouvoir arriver plus en forme sur les compétitions que je fais, parce que je pense que c'est quand même important. Et là, c'est vrai que c'était pas trop possible cette année. Pour revenir sur cette année, en janvier, t'es allé au Canada ouvrir pour un sélectif canadien et dans plusieurs salles privées là-bas. Est-ce que tu as pu voir des différences entre nos deux cultures, que ce soit sur l'aspect escalade ou sur l'aspect ouverture? Oui, le fonctionnement en ouverture, il est quand même un peu différent. Déjà, le style d'escalade, c'est quand même bien plus à l'américaine, beaucoup de macros, plutôt des grands moves, plutôt du physique et peu de dalles exigeantes comme on peut avoir en France. Donc c'est vrai qu'il y a un style d'escalade quand même différent. Et aussi, ils ont une politique, en tout cas à Block Shop où j'ai travaillé 2 fois, ils ont une politique bien plus. En tout cas, ils veulent que le client passe un bon moment, ne soit pas frustré. Et du coup, ça va être des mouvements agréables, des prises agréables dans des positions confortables. La main, elle est plus ou moins là où tu as envie qu'elle soit. Et ça diffère un peu quand même de la politique qu'on peut avoir en France. En tout cas à Arcos, où on pousse quand même un peu l'exigence parfois et on pousse le grimpeur à se poser des questions, à réessayer le bloc pour comprendre quelque chose. Et c'est vrai que là-bas, ils se disent que voilà, le grimpeur, il essaie une fois, 2 fois, s'il a pas capté, il change de bloc. Donc faut plutôt qu'il capte assez vite. Donc voilà, eux, ils ont plutôt cette politique-là. Et après, sur le système d'ouverture, ils travaillent plus en équipe. Globalement, dans les salles en France, on travaille à 2. Ça va être chacun pose son secteur et on cale après à 2. C'est quand même souvent ça. Et là-bas, Beta Block, c'est ça, et Block Shop, c'était des équipes ils pouvaient être jusqu'à 6-8, si je dis pas de conneries. Et donc, ils ouvrent un peu moins de blocs chacun, donc peut-être 3, je pense. Et après, ils calent à 8 toute la journée, avec souvent 2 équipes. Une équipe qui s'occupe un peu des blocs durs, et une équipe qui s'occupe des blocs moins durs. Et ça leur permet aussi du coup d'avoir plus de filles qui travaillent en ouverture dans les salles privées. Donc voilà un peu les différences que j'ai vues. Ok. Et du coup, tu as aussi ouvert pour les championnats de France jeunes de bloc 2023. Ça se passe comment un peu les ouvertures sur une compétition comme ça, où il y a beaucoup de blocs, beaucoup de grimpeurs et beaucoup de niveaux différents? Oui, c'est vrai que c'était particulier pour moi les championnats de France. En fait, si je dis pas de bêtises, si j'avais ouvert une Coupe de France jeunes, ouais. Mais en fait, j'avais quand même très peu fait les jeunes. Et c'est pas le même rythme. Faut être beaucoup plus efficace qu'en senior. C'est vrai qu'en senior,
on va avoir le temps quand même de trouver un concept, de le pousser, de caler plus au millimètre. Et c'est vrai que chez les jeunes, il y a quand même plus de travail et faut vraiment être efficace. Donc déjà ça c'est différent. Le chef il va avoir beaucoup plus d'importance, je dirais, chez les jeunes parce que suivant l'orga qu'il aura prévu, le plan, on peut passer d'une semaine où plutôt c'est chill, on a le temps, on a un peu d'avance et tout, parce qu'il y a des regroupements, il a bien fait le plan, à une semaine hyper speed parce qu'en fait il est pas organisé, tout se mélange, un coup t'ouvres un bloc là, finalement ça change de KT, enfin j'en sais rien, mais en fait ça peut vite être la grosse galère si le chef est pas organisé. Donc ça c'est un peu les différences. Et après sur les gabarits et le niveau, c'est vrai que c'est pas évident parce que comme je te disais, j'avais pas ouvert pour les jeunes beaucoup cette année. Donc j'avais peu de repères. En fait, les seuls repères que j'avais, c'est un peu les têtes d'affiche en cadette fille et junior fille parce que j'avais pu faire des compètes avec elles ou grimper peut-être un peu avec elles. Donc voilà, des filles comme Luna, Lydia Bria, Julie Roux-Bernoux. Voilà, j'avais un peu ces filles-là en tête. Donc c'est vrai que pour ces catégories-là, j'avais pas trop de mal à visualiser ce qu'elles étaient capables de faire. Mais minime, que ce soit gars ou fille, j'étais quand même un peu perdue. Et les gars, j'en avais un peu aucune idée, quoi. Donc c'est vrai que c'était pas l'idéal cette compète au début d'avoir les bons repères. Après on avait une équipe qui était quand même vachement bien. Johan qui était chef, il avait ouvert beaucoup de compètes jeunes, donc lui il avait quand même bien le truc en tête. Il avait fait le sélectif avant. Blaise, c'est peut-être la 3e ou 4e fois qu'il ouvrait les championnats de France jeunes, donc pareil, il avait quand même des bons repères. Et ça fait qu'on avait une équipe un peu assez variée qui se complétait. Moi, j'étais quand même bien utile pour toutes les filles, pour tous les gabarits. J'avais quand même des bons repères pour les filles. Et c'est vrai que ce soit Blaise ou Johan, ils se rendaient bien compte pour les gars. Donc voilà, ça s'est finalement bien goupillé. Et derrière ça, j'ai ouvert les championnats d'Europe jeunes aussi. Donc c'était pareil, c'était quand même mieux, j'avais plus de repères et puis en plus les Français c'est quand même ils avaient des chances de podium dans quasi toutes les catégories, donc en fait les repères que j'avais pris au championnat de France, c'était quasi les mêmes pour les championnats d'Europe. Donc je me suis sentie plus à l'aise finalement pour avoir des repères sur les championnats d'Europe. Voilà. Pour continuer sur ces championnats d'Europe jeunes, revenons un peu sur cette finale homme chez les U20 qui s'est terminée par aucun bloc topé et seulement le premier bloc où il y a quelques zones en peu d'essai. Qu'est-ce qui s'est passé? Dis-nous tout. Ouais, c'est vrai que c'était un peu dramatique. Alors en fait, quand je te disais que j'avais des bons repères, c'est vrai que globalement, faut quand même être lucide et je peux pas ouvrir et caler beaucoup de blocs gars. Donc en fait, quand je te dis que j'ai des bons repères, c'est globalement pour les filles. On me met souvent sur les filles pour ouvrir et pour caler. Après, je peux ouvrir des blocs gars, je peux caler certains styles, mais je vais avoir une notion de tout le circuit, de l'intensité de tout le circuit, plus pour les filles que pour les gars, parce que les gars, ça a pas de sens que ce soit, enfin c'est pas mon avis qui va être le plus pertinent. Chez les jeunes un peu plus, mais en tout cas chez les seniors c'est sûr que non. Mais là en tout cas sur les championnats d'Europe, on était quand même une grosse équipe, on était peut-être 7-8 et on était 2 filles et une testeuse et il y avait 4-5 gars, donc c'est vrai que ils étaient quand même plus responsables des gars et nous plus des filles, et donc j'ai pas eu trop je sais même pas je suis pas sûre que j'avais essayé ce tour-là en plus. Donc ça je peux pas te dire quel a été le process, comment on est arrivé à une finale trop dure chez les juniors gars, surtout que les qualifs avaient bien marché en plus. Je sais pas trop ce qui s'est passé en fait. Mais parfois c'est sûr que ça se joue à des détails, et si en fait le chef a pas un œil sur tout le circuit et qu'il se dit en fait là c'est quand même un peu limite, ce bloc il est un peu risqué, celui-là aussi, et ça part vite en carnage en fait, et c'est peut-être ce qui s'est un peu passé parce que justement en jeune il y a beaucoup de catégories, donc si tu fais pas l'effort à chaque tour de voir la globalité de ton tour, voir l'intensité, voir le côté aléa qu'il y a dans le bloc, le côté complexe, etc.
bah ouais, tu peux vite avoir un tour carnage où en fait, bah celui-là était juste un peu trop physique, celui-là juste un peu trop complexe, et en fait le juste un peu, bah ça fait que t'as zéro top, zéro top, zéro top, et voilà. Donc je pense que c'est ce qui s'est passé, et aussi je crois que ils ont fait des modifs entre les qualifs et les finales, parce que en fait j'étais pas là pour la compète moi. J'ai fait les 5 premiers jours d'ouverture, j'ai pas fait le dernier jour d'ouverture, et j'étais pas là sur la compète. Donc c'est vrai que j'ai pas pu assister aux échanges que tu fais après les qualifs sur le tour pour voir qu'est-ce qu'on change pour la finale, est-ce que ça c'était trop dur, ça c'était trop facile, est-ce qu'on pousse un peu ce bloc là, etc. Donc j'imagine qu'il y a eu des échanges, et du coup ils ont pas pris les bonnes décisions, mais comme ça arrive souvent, et c'est le côté aléa de l'ouverture, quoi. Ouais, c'est commun et c'est ça que je trouve beau aussi, parce que du coup quand ça fonctionne, c'est-à-dire que toutes les décisions ont été bonnes. Et on a parlé dans la dernière vidéo sur les bases de l'ouverture, et c'est un sujet qui revient souvent, c'est la place de la femme dans le monde de l'ouverture, et plus particulièrement lors des compétitions nationales et internationales comme les Coupes du Monde. Dis-nous, quel est ton avis sur le sujet? Alors oui, c'est vrai que c'est une question que je me suis souvent posée, parce que j'ai conscience que j'ai un profil particulier, d'être une femme qui a fait du haut niveau avant. Donc on m'a quand même vite ouvert des portes, et j'avais du mal à savoir si je me sentais légitime de ça, parce que je suis entourée d'excellents ouvreurs qui ont beaucoup plus d'expérience que moi, qui travaillent très bien. Enfin ouais, parfois je me sentais pas forcément méritante d'avoir ces opportunités-là. Et j'avais peur aussi de pas avoir le niveau, notamment quand j'étais à Shioji pour la Coupe du Monde, j'avais peur de pas avoir le niveau, etc. Et puis surtout, j'entendais toujours les ouvreurs revenir de compète et me dire, là il y avait une fille, c'était Kata, elle a pu caler les dalles, et voilà. Et c'est vrai que du coup ça te met une pression, et t'arrives sur une compète en mode ok, bon, je sais qu'ils ont tous cet avis-là sur les femmes en ouverture, il faut essayer de le changer, et ça va pas être simple. Donc t'arrives quand même avec un gros défi. Donc j'étais un peu stressée de ça, et je me suis vite rendu compte que oui, je calerais jamais les blocs durs des seniors hommes pour les Coupes du Monde. C'est sûr que non, en fait, et en fait aucune fille ne pourra le faire, à part peut-être Yania si elle arrête le haut niveau, mais en fait sinon il y a aucune fille qui pourra caler les blocs gars pour des Coupes du Monde, ou même pour des championnats de France. Et c'est normal, et il faut accepter ça. Et en fait, ce que je me suis dit en rentrant, c'est que il fallait que sur tout le reste, que je vise l'excellence, pardon. Donc c'est ce que j'essaye de faire de plus en plus. Donc dès qu'il s'agit des filles, je me donne de ouf pour grimper, pour donner les meilleurs retours possibles. J'essaye d'être de plus en plus efficace pour poser des trames. J'ai beaucoup pris d'expérience cette année en regardant, et je m'en suis rendu compte en Espagne pour la Coupe d'Europe. En fait, j'avais fait Chambéry où il y avait Sergio, après Ashioji, et après on était ensemble sur la Coupe d'Europe en Espagne. Et je me suis rendu compte que en fait, maintenant, juste à le regarder dans les blocs gars, en fait, je pouvais lui donner beaucoup d'informations, et c'est arrivé qu'il me remercie à la fin de la journée, et je comprenais pas pourquoi. Je me disais là on calait les gars, j'ai quand même pas été hyper utile, et il me disait si. En fait, moi, à 18h, parfois, j'ai le cerveau éteint, je peux juste grimper, et toi, tu regardes, tu vois direct ce qui va pas, tu me dis, essaye cette méthode. Ouais, parfois, je suis juste le cerveau, et j'essaye qu'il marche au mieux. Et voilà, et en fait, c'était cool de pouvoir développer ça aussi cette année, quand je travaillais sur les gars. Et c'est aussi Jackie qui m'a appris ça, parce que c'est vrai que Jackie continue d'ouvrir, mais il peut presque plus grimper, ou alors il se met dans des positions, mais il peut pas faire beaucoup de mouvements finalement. Mais en fait, avec toute l'expérience qu'il a, juste en regardant, en se mettant dans les positions, il apporte des choses. Et donc voilà, j'essaie de développer ça, et après, bien sûr, d'avoir le meilleur niveau pour pouvoir caler les filles et pouvoir grimper dans tous les styles. Et ça, c'est vrai que je pense que je l'ai bien fait cette année, et c'est les retours que j'ai eu des ouvreurs globalement, c'est que pour les filles, en fait, je peux tout grimper, même s'il y a des styles où je suis moins forte, typiquement en cordeau. Maintenant, je sais quand même aménager la cordeau pour pouvoir l'essayer, la caler. Je sais que si je me mets des pieds un peu plus haut, un bac un tout petit peu plus près, faut que je puisse la faire, ou en tout cas être proche. Je teste la position d'arrivée. Voilà, si c'est des cordeaux durs, je sais maintenant, je pense à peu près les aménager pour les caler, et me rendre compte du niveau, je pense.
Voilà. Donc voilà. Donc je pense que maintenant je suis lucide sur le fait que je pourrais jamais ouvrir comme un homme, mais par contre ça me pousse à développer plein d'autres choses et je pense que c'est tout aussi intéressant et pertinent et voilà. Et pour continuer là-dessus, est-ce que tu as déjà eu une mauvaise expérience avec une équipe lors de l'ouverture d'une compétition? Alors globalement, j'ai pas eu trop de mauvaises expériences parce que je pense que quand même le milieu de l'ouverture s'ouvre de plus en plus à l'intégration des femmes, donc ça devient quand même presque normal d'avoir au moins une fille dans une équipe et quasi tous les ouvreurs ont eu au moins une fois cette expérience, je pense. Donc globalement, ça se passe bien et c'est sûr que d'avoir fait du haut niveau avant, ça m'apporte une certaine légitimité et globalement on respecte souvent mon avis, en tout cas quand il s'agit des filles et tout. Après c'est déjà arrivé avec des chefs que je connaissais pas, que on ait un peu un a priori, notamment en Espagne sur la Coupe d'Europe, le chef était polonais et je sais pas trop s'il avait déjà ouvert avec des filles, mais j'ai senti que qu'il me faisait pas confiance au début, et notamment le premier jour où on ouvrait les demi, je pense, donc on s'est un peu dispatché les blocs sur le plan, donc bloc 1 avec on met le style avec, etc. Et souvent chaque ouvreur choisit un bloc avec le style associé, on pose tous un bloc et après on grimpe l'après-midi. Globalement ça se passe comme ça. Et comme je suis souvent la seule fille, ça arrive que le chef me demande à moi en priorité de choisir ce que je veux ouvrir. Et donc lui il m'a demandé, et je pense qu'il s'attendait à ce que je veuille ouvrir déjà pour les filles et peut-être plus la dalle, parce que c'est peut-être plus courant. Et en fait, je lui ai répondu que je voulais ouvrir le physique homme. Et en fait, il s'est vraiment mis à bégayer, il a paniqué, quoi. Il s'est dit, oulala, mais je vais pas la mettre, la petite, dans le physique homme, quoi. Et finalement, je me suis retrouvée dans la dalle. Donc sur le coup, c'était un peu genre, ah, ok, bon. Mais en fait, je l'ai pas mal pris, et je pense que c'est là où, en tant que femme, faut aussi parfois accepter qu'on nous fasse pas confiance. Enfin, je pense qu'il faut aussi accepter que les ouvreurs ont pas eu que des bonnes expériences avec les filles et que c'est en train de changer. Et que ça peut être normal que parfois ils aient certains a priori, et donc en fait je me suis pas du tout vexée. Je me souviens, il y avait Sergio à côté, il a plus ou moins essayé de lui dire mais t'inquiète pas, elle peut ouvrir pour les gars, et je lui ai juste vite fait une tête en mode non mais c'est rien, t'inquiète, je vais ouvrir la dalle et puis basta. Et en fait je me suis dit il me laisse l'opportunité de me challenger et de lui prouver que je suis capable d'ouvrir pour les gars, enfin en tout cas déjà que je suis capable d'ouvrir une dalle, et après que je suis capable d'ouvrir pour les gars et que j'ai ma place dans l'équipe, quoi. Et donc en fait au fur et à mesure de la semaine, je lui ai montré ça, et notamment un jour où il calait les gars. Donc pareil, il voulais pas trop que je grimpe, il m'a dit repose-toi pour demain, c'est les filles. Et en fait moi ça me gênait pas, je me disais c'est le chef, dans son orga c'est mieux que je sois là pour les filles, il y a pas de problème, en fait je comprends et c'est ok. Et du coup il m'a dit d'avancer sur les qualifs filles. Et du coup ce jour-là je l'ai vraiment surpris, parce qu'en fait je revenais une heure après, j'avais un bloc fille, je revenais, et il était surpris de se dire elle a déjà fini, donc il me redonnait un bloc fille, et finalement j'ai ouvert 5 blocs sur 6 des qualifs filles, et que je précalais toute seule. Et en fait quand ils allaient dedans après pour finir de le caler, ça allait hyper vite parce que je l'avais déjà précalé tout seul pendant qu'en fait eux, ils bossaient sur les gars. Et donc quand je suis rentrée de cette compète, je me suis vraiment dit oui, ok, il me faisait pas confiance pour ouvrir chez les gars, et je suis peut-être pas la mieux placée pour ouvrir chez les gars, caler chez les gars, mais il n'empêche que sur une compète, si t'as une fille qui peut t'ouvrir quasi tous les blocs filles, quasi tout caler, en fait ça te gagne beaucoup de temps, et les gars ils ont pu se concentrer sur les gars, mettre leur énergie là-dedans, alors que même si les filles ça leur prend moins d'énergie, c'est quand même des essais, du temps. Et donc voilà, maintenant je le vois comme ça, j'essaye d'être la plus pro possible pour les filles, faire ce que je peux pour les gars. Quand je peux apporter quelque chose, j'essaie de le faire, mais sinon j'accepte que j'aurai jamais le même rôle que les ouvreurs, et c'est pas grave, quoi. Ok. En mai 2017, tu participais à la Coupe du Monde de bloc à Shoji en tant qu'athlète. Avril 2023, tu ouvres ta première Coupe du Monde dans cette même ville. Quelles sont les différences selon toi entre ces deux expériences? Oui, alors c'est vrai qu'en 2017 ça remontait
Et c'est quand même différent l'expérience en tant qu'athlète parce que t'es là juste pour la compète, quoi, globalement. Alors que c'est vrai que quand tu voyages maintenant pour l'ouverture, ce qui est cool, c'est que que t'as le temps de voir beaucoup plus de choses, tu prends au restaurant, tu prends le temps, tu peux aller boire des coups après, tu as le temps de visiter. T'es pas obligé de rester à l'hôtel, te reposer, voilà, quoi, dès que tu fais un effort. Donc, c'est vraiment pas la même expérience, en tout cas pour l'expérience en termes de voyage, quoi. C'est sûr que c'est bien plus sympa de faire ces expériences-là en ouverture. Et après, ouais, c'est vrai que ça m'a fait tout drôle de me retrouver sur une Coupe du Monde maintenant de l'autre côté de l'autre côté, quoi, des tapis et à regarder et c'était, ouais, franchement, tout aussi plaisant. Je pense que je me retrouve peut-être plus là-dedans maintenant et je pense, plus épanouie de ce côté-là. C'est une adrénaline, du stress, mais en fait que tu partages déjà en équipe. Donc c'est pas la même pression que quand t'es athlète, qui est vraiment quotidienne. Là, c'est des petits pics d'adrénaline qui sont hyper cool et que je suis contente de retrouver et qui me rappellent la compète, mais c'est pas cette pression un peu quotidienne qu'il peut y avoir quand t'es athlète. Donc je pense que j'ai probablement mieux vécu cette expérience à HEJ en tant que couvreuse. Pour continuer sur HEJ, revenons sur ce 4e bloc de finale homme, le fameux jeté en pomme retournée, même si je sais pas trop comment le décrire à l'oral. Est-ce que tu peux revenir sur ce bloc qui était très proche de fonctionner lors de cette finale? Ouais, alors ce bloc, en fait, c'est marrant parce que ça m'arrive jamais d'avoir des idées avant d'aller à une compète. Et Sergio, avec qui j'avais voyagé, c'est un peu pareil. Plutôt, on a parfois des trucs qui traînent dans nos têtes et si on a les prises, si on a le matos, on se dit c'est peut-être le moment de faire cette idée que j'avais il y a un moment. Enfin, mais c'est pas comme Pierre peut avoir, par exemple. Pierre, il va avoir ses idées hyper claires et il est sûr qu'à cette compète-là, il veut mettre tel mouvement ou tel mouvement. Et donc moi, ça m'arrive jamais d'avoir ce truc-là. Et là, en fait, on discutait à l'hôtel la veille de commencer l'ouverture. Et j'ai dit à Sergio, j'aimerais bien faire un jeté en triceps. Je sais plus ce que je lui ai dit. Ouais, ça doit être ça. Le départ de l'idée, ça devait être ça. Et je lui disais, je pense que j'ai jamais vraiment vu ça et ce serait cool, machin. Et du coup, en parlant avec lui, il a apporté d'autres idées. On a développé le truc en fait en discutant, quoi. C'est parti d'un truc hyper flou que j'avais dans ma tête et qui venait sûrement de quelque part parce que je pense que tous les mouvements qui sont un peu nouveaux, ils viennent d'une amélioration de quelque chose ou d'une inspiration. Enfin, donc moi, je sais pas de quoi ça venait, mais j'avais déjà ça. Il y a quelque chose qui a dû me faire penser à ça, tu vois, je pense, pour penser à ce truc-là. Et du coup, on a développé cette idée à deux et on est arrivé le matin et on a dit à Rems, voilà, on a eu cette idée-là parce qu'on s'est dit qu'en plus il y avait un angle, enfin il y avait un profil où il y avait un dièdre. Donc voilà, on avait cette idée-là et Rems avait prévu d'ouvrir plutôt les demi en premier. Et du coup, il nous propose de le poser plutôt pour les finales parce que c'était un peu nouveau comme concept et que ça pouvait peut-être faire le show pour les finales, donc c'était cool. Donc on s'est lancé à deux du coup pour poser ce bloc-là et pour les finales. Et en fait, ça a pris beaucoup de temps parce que déjà nous-mêmes, fallait qu'on découvre ce mouvement qui était un peu nouveau, donc les chintes possibles. C'est vrai que maintenant, tu vois, je sais pas quand tu cales une courdo, un skate, un triple, j'en sais rien. En fait, tu connais les chintes possibles, du coup, tu peux les essayer direct. Et c'est vrai que là, c'était un peu nouveau, donc fallait aussi découvrir comment on aurait peut-être envie de chanter un bloc comme ça, quoi. Même si c'est pas non plus finalement hyper complexe comme mouvement, c'est vraiment un saut droit dans l'axe. Voilà, quoi, c'est pas non plus si complexe que ça. Mais voilà, ça nous a pris quand même un peu de temps à ce que ça se chante pas et à caler l'intensité parce qu'on savait que ce serait hyper complexe pour les grimpeurs parce qu'ils l'auraient pas vu avant. Enfin, en tout cas, sûrement pas vu avant. Et donc, on savait pas à quel point on pouvait pousser l'intensité. Et finalement, elle était vraiment pas élevée. Enfin, je crois que tous les gars de l'équipe l'ont fait, je pense. Ouais, ou quasi. Ouais, c'était vraiment pas dur si tu faisais le truc, quoi. Mais par contre, on savait pas du tout s'ils y penseraient. Mais finalement, je me souviens qu'à la fin, comme tout le monde avait réussi, on s'est dit quand même. En plus, t'essayes les chintes, tu vois vite que c'est dur. T'essayes au moins une fois ça. Donc, on était hyper positifs. On se disait, c'est sûr que il y en a au moins 3 qui vont y penser. Et limite, on se disait que ça allait peut-être être une guinguette ce bloc parce que s'ils y pensent tous à la lecture, machin, qu'ils se disent faut faire ça et qu'ils le font tous autant, il y avait 6 flashs, quoi. Donc et puis surtout que la fin était vraiment pas dure. Donc voilà, donc c'est vrai qu'on est parti positif et donc Rems a dit vas-y on le met en dernier bloc parce qu'il y aura
forcément un peu de spectacle, ils vont peut-être chercher un peu, mais on est sûr qu'il y a du top, quoi. Donc on s'est dit dernier bloc. Et finalement, c'était carnage et voilà, pas de top. Donc ouais, c'était la grosse déception, quoi. Vraiment, on était hyper déçus. Et pas que de ce bloc-là, quoi, du tour. En général, je crois il y a 4 tops en tout dans la finale. Et chez les filles, pareil, je crois. Donc non, c'était plutôt cata pour les finales. Donc petit échec, un gros échec. En parlant d'échecs, les ouvreurs se font souvent critiquer, que ce soit en salle privée ou lors des compétitions sur leurs ouvertures. Comment tu fais un peu pour gérer ça? Je pense que je le prends assez bien parce que je suis entourée de gens très critiques. Non, mais c'est vrai que je suis entourée d'ouvreurs qui sont aussi mes amis, quoi. Mais en région parisienne, on est quand même beaucoup d'ouvreurs un peu passionnés, que ce soit moi au quotidien Arcos avec Ludo, Jules, Manu, et après mes potes d'autres salles comme Blaise, Johan Deschamps, Quentin Boulet. Enfin voilà, on est quand même, dans mon groupe d'amis, on est quand même beaucoup à ouvrir. Donc c'est vrai que je suis habituée depuis le début à ce qu'on se dise plutôt les choses, et quand un truc on peut débattre 20 minutes sur quelqu'un qui a posé une idée à cette compète que tout le monde trouve éclatée. On peut dire mais ça c'était éclaté, comment t'as pu poser ça, et en fait on va en débattre. Donc c'est vrai que je suis habituée, je pense, à ce qu'on me fasse une critique sur un bloc. Je crois. Donc je dirais que je le prends pas trop mal, parce que en fait je pense que tu peux critiquer une idée, critiquer un bloc, mais respecter énormément l'ouvreur qui l'a posé. Et donc voilà, pour moi c'est deux choses différentes, et c'est vrai que parfois quand mes potes reviennent du compète, je vais peut-être leur faire des critiques sur la compète, je leur dire ça j'ai pas aimé, ça machin, mais au fond quand tu sais que la personne te respecte, je pense que c'est pas très grave. Et après sur les critiques de gens que je connais pas, ça c'est la vie, je pense qu'il y en aura toujours, et que ce soit en ouverture ou en n'importe quoi, je pense qu'il y en aura toujours, donc non, je crois que je le vis pas trop mal. Je suppose et j'espère que durant ce voyage au Japon, tu as pu visiter quelques salles là-bas. Ça se passe comment? Qu'est-ce qui diffère entre le Japon et la France, comme tu as pu le dire avant avec le Canada et la France? Au Japon, en fait, moi je connaissais déjà parce que j'avais été pendant 2 mois il y a peut-être 3-4 ans maintenant. Et au moment où je m'entraînais, quoi, c'était pour m'entraîner. Donc là, pour le coup, j'avais fait un bon tour des salles, mais après, pas du tout avec le même œil. Donc c'est vrai que c'est un peu différent, peut-être l'image que j'en avais et l'image que j'ai eue là. Mais cette fois-ci, en fait, j'ai grimpé peut-être 2 fois, et juste à Bipump. Donc c'est un peu dur à dire, mais ce qui est sûr, c'est que je pense qu'en termes d'idées et de gestuels, ils sont quand même très forts là-bas, je pense. Ouais, à Bipump, il y a quand même beaucoup d'ouvertures où il y a des concepts un peu poussés, des mouvements vraiment chouettes qu'on pousse peut-être pas autant parfois en France, surtout dans des styles de cordeau, de mouvements un peu électriques et tout. Ils sont quand même très doués pour ouvrir ça. Par contre, sur le visuel, c'est pas du tout la même démarche. Eux, ils s'en foutent complet. C'est un bordel. Il y a des prises dans tous les sens. Mais ce qui est assez marrant, parce que en compète, je pense que les ouvreurs japonais font quand même attention au visuel des blocs. Mais c'est vrai que pour le coup, en commercial, ils mettent le plus de blocs possible au même endroit, quoi. Et qu'est-ce que je peux dire de plus? Sur les morphos aussi, je pense qu'on est plus exigeant en France. En fait, là-bas, je pense qu'ils sont tellement pas habitués à se plaindre, les grimpeurs japonais, que s'ils font pas un move, jamais ils vont te dire que c'est morpho, ils vont juste te dire faut être plus fort. Et du coup, je pense que ça se ressent aussi dans l'ouverture. Si c'est plus dur pour un psy, ils vont peut-être se dire faut être plus fort, quoi. Et je pense qu'ils ont un peu cette démarche-là, je pense, un peu plus que nous. Ok, revenons un peu sur la grimpe. Malgré le fait que tu aies arrêté ta carrière de sportif de haut niveau, tu reviens de temps en temps faire des compétitions et tu continues à rivaliser avec quelques-unes des meilleures grimpeuses françaises. C'est dû à quoi tu penses? Alors déjà, je pense que je rivalise pas avec les meilleures athlètes françaises, notamment le top 5, genre Fanny, Oriane, Flavie, Zélia, Selma, par exemple. Ces filles-là, elles sont quand même entraînées et polyvalentes, elles peuvent grimper quand même tous les styles. Donc voilà, ces filles-là, je pense que je peux pas rivaliser avec elles. Après, il va y avoir certains styles hyper spécifiques où oui, je vais pouvoir jouer, notamment en dalle, ou après sur moi, les points forts que je peux avoir. Mais sinon, en termes de polyvalence, y a rien à voir. Et
Et dans certains styles, c'est un autre monde, que ce soit Oriane en cours d'eau, peut-être Zélia en doigt, Selma en physique, voilà, elles sont quand même dans un autre monde. Mais c'est sûr que j'arrive à continuer de rivaliser, je pense, avec les filles un peu en dessous, peut-être le top 10-15 français, tu vois. Je pense que ces filles-là, je peux encore grimper et jouer avec elles. Et je l'explique parce que déjà, je grimpe dans les périodes où je fais beaucoup de compètes, je grimpe beaucoup de blocs durs. Donc je pense que ça me maintient quand même en forme. Il y a aussi que j'arrive avec beaucoup moins de pression si jamais je fais une compétition. Moi je viens m'amuser et si je peux faire un truc cool, c'est chouette, mais sinon je suis pas en train de jouer ma vie, quoi. Donc ça, et aussi que d'ouvrir, je pense que ça me fait quand même capter peut-être un peu plus vite qu'avant les mouvements. Donc voilà, je pense que c'est un peu un mix des trois qui fait que je peux encore jouer avec des filles fortes françaises, quoi. Fin 2022, tu disais vouloir participer à des projets internationaux en ouverture. On peut dire que c'est fait. Qu'est-ce que tu vois pour toi durant les prochains mois ou les prochaines années dans le monde de l'ouverture? C'est un peu, ça c'est des questions, c'est un peu flou parce que j'ai mes objectifs perso, mais en fait c'est rarement dépendant que de toi et comme t'as pu voir aussi avec Pierre, tu vois, ça, je pense que ça fait longtemps qu'il a des objectifs d'ouvrir à l'international, d'être ouvreur IFFC, mais en fait c'est pas dépendant que du travail que tu produis, il y a aussi tu vois, il y a des quotas par pays, etc. Donc oui, moi c'est sûr que l'objectif ce serait de pouvoir ouvrir à l'international régulièrement. J'aimerais bien aussi, je pense que j'aimerais bien continuer le commercial. Parfois les gens me demandent si j'ai envie, parce que je pourrais en fait arrêter peut-être et faire que des compètes, ouvrir peut-être quelques stages ou quelques journées en plus en Mandep. Je pense que je commence à avoir assez de réseaux pour faire ça, mais en soi je trouve ça cool aussi d'être fidèle à une boîte et d'essayer de pousser à ce qu'elle fonctionne au mieux, d'avoir une équipe, d'échanger avec une équipe, d'avoir un projet un peu commun, parce que c'est vrai que quand tu fais que de l'indep dans les salles, en fait tu fais ta journée, tu rentres chez toi et t'as pas de retour, t'as pas construit quelque chose avec l'ouvreur avec qui t'as bossé, tu le revois pas tout de suite, donc c'est un peu moins stimulant et donc voilà, je pense que garder cette part de commercial, je pense que c'est important pour moi, en essayant de changer petit à petit mon contrat, je pense, donc en diminuant un peu l'ouverture. J'essaye de me placer un peu plus sur les contests aussi avec Arcos, parce que je trouve ça un peu plus stimulant. Et donc voilà, donc l'idée, moi l'objectif l'année prochaine, c'est de pouvoir continuer à Arcos en travaillant un peu moins le jour d'ouverture, en faisant beaucoup de mes journées aussi sur les contests, parce que c'est vrai que ça me fait faire 6 jours d'un coup, donc si derrière je peux avoir une semaine plus light, c'est pas mal. Et à côté de ça, d'avoir d'autres expériences à l'international, essayer d'ouvrir aussi un peu à l'étranger, pour des stages et tout. Ça, je trouve ça cool parce que ça fait découvrir, ouvrir avec beaucoup de gens différents, et je trouve ça intéressant de continuer de le faire. Et voilà, et après je croise les doigts que j'aurai des compètes, mais en vrai j'en sais rien du tout, quoi. Donc voilà, on verra. Ok. Et pour conclure, est-ce que tu aurais un ou plusieurs conseils pour les grimpeurs et les grimpeuses qui souhaiteraient se lancer dans l'ouverture? Je pense que c'est important de s'entourer des bonnes personnes. Moi, je pense que c'est ce qui m'a permis d'évoluer vite, c'est que j'étais entourée de gens avec qui je m'entendais bien, avec qui j'avais envie de progresser, avec qui c'était bienveillant, toujours critique, parce que c'est important d'être entouré de gens critiques, je pense. Mais dans la bienveillance, donc je pense que c'était cool et c'est ça qui m'a motivée à progresser. Après, il faut être assez ouvert, je pense, travailler sur sa sensibilité, parce que ça peut vite, il y a vite l'ego qui peut rentrer en jeu en ouverture, et je pense qu'il faut savoir gérer ça. Et voilà, curieux, travailler avec des gens différents, essayer de grimper dans plein d'endroits, dehors, en salle, dans des salles différentes. Donc voilà, pour avoir une idée de ce qu'est l'ouverture assez variée, des idées de mouvements variées et des inspirations différentes, quoi. Donc voilà. Merci Maëlys.
Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ce podcast pour ne pas louper les prochains épisodes, ainsi qu'à notre compte Instagram associé Blockcast. Et rendez-vous sur notre compte Instagram Blockcorp, ainsi que sur notre chaîne YouTube pour ne rien louper de l'actu escalade. Salut!